Cherbourg et son agglomération comptent aujourd'hui aux environs de 100 000 habitants. La ville intramuros en héberge à elle seule plus de 26 000. Au XVIe siècle, on recensait 4 000 personnes seulement à Cherbourg, installées au sein des fortifications d'un château très bien défendu. La place est faite pour protéger la Normandie des invasions anglaises. Au gré des ans et des humeurs des souverains des deux pays, Cherbourg fut tantôt français, tantôt anglais. Lors d'une période plus calme que les autres, au XVIIe siècle, le château tomba en ruine. Finalement, le ministre de la guerre de Louis XIV donna l'ordre de le raser. Il avait peur que les Anglais le prennent et s'y installent durablement. Aussi, en 1783, lorsque le roi donna le coup d'envoi à la construction de la digue du Large et du port de guerre, Cherbourg n'était qu'un gros village de 6 à 7 000 âmes, seulement doté d'un port de commerce à l'abandon. Les Anglais l'avaient complètement détruit en 1758. Ces grands travaux allaient bouleverser en profondeur la vie des habitants de toute la région. Aujourd'hui, en parcourant la ville, nous pouvons encore y lire les changements imposés par le XIXe siècle. Là, nous sommes rue au Blé, en plein cœur du vieux Cherbourg médiéval, dans un ensemble de cours, de passages qui a été rénové depuis quelques années, ce qui a permis de mettre en lumière la variété et la richesse de cette architecture. Alors, derrière nous, nous avons deux tourelles du XVIe siècle, très belles, très renflées, avec toute cette variété, toute cette palette de tons propres aux matériaux du Cotentin. Alors ces cours ont été entièrement modifiés, remaniés au cours des siècles. Parfois, il est très difficile de dater. Mais dans l'ensemble, les bâtiments les plus anciens sont du XVIe, avec des rajouts du XVIIe, voire XVIIIe ou XIXe siècle. C'est une maison du XVIIe siècle qui a un caractère très pittoresque, de par sa forme d'une part, et aussi par la variété des matériaux, schiste, calcaire et grès. Et cette maison, qui dispose d'un petit escalier qui permet d'accéder au premier étage, a subi peu de changements depuis sa construction. On peut voir tout à fait le contraste avec la maison d'à côté, qui est des années 1830-1840, semble-t-il, et dont les embrasures ont un contour très régulier. C'est une maison typique des constructions construites dans les années 1820-1830. C'est une sorte de standardisation des modèles qui est bien perceptible dès les années 1820 en fait jusqu'au Second Empire. Cherbourg prend de plus en plus d'ampleur, il y a un besoin de construction qui se fait sentir et des rues entières sont percées, on rénove le centre urbain de Cherbourg. Car la digue a besoin de bras. En un siècle, plusieurs dizaines de milliers de personnes s'établissent à Cherbourg. Ils viennent de la Hague, du Val-de-Serre, de tout le Cotentin et parfois même du Calvados. Cette maison date du début du XIXe. Elle domine à l'époque la rue Grande-Rue et son marché aux poissons. C'est la principale artère de la ville. Cherbourg s'anime de plus en plus. Pour l'instant, la mer se fracasse encore sur ce qui reste des remparts de l'ancien château. Mais le bassin du commerce, enfin réparé, connaît un regain d'activité. Cette place centrale a été créée sous le Second Empire dans les années 1860 dans le cadre de ce qu'on appelait alors l'osmanisation de province. C'est-à-dire qu'à la suite des grands travaux faits par le baron Haussmann à Paris, toutes les villes de province ont voulu imiter cette politique. Et ici, on n'a pas hésité à détruire quantité de maisons anciennes, dont certaines remontaient au XVIe siècle. Il faut dire que ces rues du vieux Cherbourg étaient très peuplées. Ainsi, la rue au Blé avait plus de 1000 habitants dans la première moitié du XIXe siècle. Alors que maintenant, le chiffre a très nettement chuté. Il y avait une très grande densité de population et certaines familles d'ouvriers, par exemple, vivaient à 10 ou 12 personnes dans une seule pièce. Le Second Empire, à la fin du XIXe siècle, peut être considéré comme l'apogée de Cherbourg dans la mesure où la ville bénéficie d'un grand rayonnement, même sur le plan national, grâce aux visites officielles qui ont lieu, et par l'implantation de grands équipements, création d'hôpitaux, d'églises, enfin le théâtre. La ville connaît vraiment une vie très riche et très variée. Les chefs d'État et membres de gouvernements français ou étrangers se succèdent à Cherbourg.
Du duc d'Angoulême au Shah de Perse, en passant par le tsar de Russie, tout le monde vient voir un des grands chantiers du siècle. En 100 ans, une vingtaine de personnalités internationales font escale dans le port du Cotentin. Côté équipement, dès l'ouverture des travaux, on crée des hôpitaux, et dans les années 1820, des lieux de loisirs, un casino, un établissement des bains de mer. Le bassin du commerce accueille les plus beaux croiseurs de la marine française. À la fin du siècle, le pont tournant est même équipé de rails pour laisser passage au premier tramway à vapeur. Dans une des rues bordant la place centrale évoquée par Bruno Santoram, cette maison des années 1860. La mode parisienne fait des ravages. On délaisse le schiste bleu apparent et les maçons enduisent les murs. Les ouvertures sont hautes, la maison blanche et lumineuse. Elle m'avait tourné la tête et mon cœur était en fête. Mais une grande différence d'âge me commandait de rester sage, mais plus fort que moi, qu'elle faisait naître. Certains quartiers ont survécu jusqu'aux années 60. Ainsi, le quartier de la Divette, qui mêlait architecture des 17, 18 et 19e siècles. Y résidaient des pêcheurs, des employés du port, et bien sûr de nombreux ouvriers de l'arsenal, fêtant régulièrement la mise à l'eau d'un vaisseau tout neuf ou le remplissage d'un bassin fraîchement creusé. Roger Picot a tenu un bistrot dans le quartier avant la destruction totale des maisons pour cause d'insalubrité. Là, on pouvait placer un cirque avec 4 pistes, 6 pistes. Il y avait les grands cirques d'après-guerre, venaient tous là. Alors, il y avait il y a 2 fois la semaine un petit marché le mardi. Et le jeudi, il y avait un grand marché. Alors là, tous les cultivateurs venaient vendre leurs veaux, vaches, cochons. Il n'y avait pas de modernité qu'il y a maintenant. Les gens, on a du mal quelquefois à s'imaginer que les gens, par exemple, le matin, venaient vider leurs seaux dans les égouts. Très tôt le matin, ou tard le soir. Ah, c'était l'inconvénient de ce quartier, c'est que quand il y avait conjugaison d'une grande marée avec un peu de pluie, un peu ou beaucoup de pluie, eh ben, on subissait le flux et le reflux. Oui, il suffisait de prendre le calendrier des marées et on savait à la minute près quand la marée commençait à monter. On la voyait arriver par l'égout, puis on le savait d'avance que on mettait même des barrages aux portes devant et derrière pour éviter qu'il rentre trop d'eau à l'intérieur. Quelquefois, malheureusement, ça passait par-dessus, mais là, on n'y pouvait plus rien. Un marché existe toujours à proximité de la place d'Yvette, mais aussi sur la place du Général de Gaulle, en face du théâtre.